un coureur, Patrick. Un coureur est tombé dans le ravin, Patrick. Sur notre gauche. Un coureur est tombé. Un coureur est tombé. Il s'agit d'un coureur. Attendez, je vais regarder descendre de ma moto. Oui, je vais attendre. Je regarde bien Luc Sozoule. Avec l'attaque d'Anti-Schleck, là, c'est Nibali le premier à sauter dans sa roue. Franck Schleck est juste derrière. Et Alberto Contador qui vient de partir. Lance Armstrong est lâché. Lance Armstrong est lâché. Et il est littéralement impliqué, comme on dit, dans les milieux cyclistes, alors que tout le monde le passe. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour notre nouvel épisode des Commissaires de course, une émission pour les amoureux du cyclisme que vous pouvez retrouver désormais sur notre chaîne YouTube ou sur le forum du site Vélo Club du Net. Moi, c'est Max, alias Albator sur le VCN. Et aujourd'hui, pour évoquer l'actu du moment, sont réunis Greg, alias Kivolanov Volabov. Bonsoir à tous. Charles, alias Charlix. Salut à tous. Benjamin, alias Atléon. Bonsoir tout le monde. Cédric, alias JFK. Salut. Et enfin, Daniel, alias Nopic. Salut à tous. Et bonjour à vous. Bien, aujourd'hui, chers commissaires, nous allons donc revenir sur le monument du jour, si vous le voulez bien. Donc, un petit rappel des résultats du podium, tout au moins. Donc, victoire de Niki Terpstra devant Mats Pedersen et Philippe Gilbert. On retrouve donc deux Quick-Step sur le podium. Voilà, bien écoutez, un petit tour de table rapide pour savoir ce que vous avez pensé de cette édition. Greg, pour commencer. Ah ben moi j'étais un peu déçu, hein. J'ai vu que je trouvais que ça avait du mal à démarrer. Alors le tout début, je trouvais que c'était intéressant quand ça bataillait pour partir dans l'échappée, ça a été assez tendu, c'était bien. Mais après il y a un long moment où on attendait que ça parte chez les favoris. Et après, on en reparlera après, mais le côté quick step, on a l'impression que c'était inévitable et que c'était écrit, alors que ce soit l'un ou l'autre, Stibar, etc. ou un autre, Terpstra, Gilbert, on a l'impression que c'était écrit, quoi. C'était l'un ou l'autre. Charles ? Ouais, un peu pareil comme Greg, c'est vraiment la déception qui va primer chez moi ce soir avec le manque de recul aussi, bien sûr. J'aurais espéré qu'on ait une course un peu plus folle, mais finalement ça n'a pas été le cas. Juste chapeau à Niki Terpstra qui aura été le plus opportuniste et a remporté la course. Benjamin ? Ouais, moi je me suis fait chier. Non mais autant en parler clairement. Heureusement je suivais Arnaud Démare et Vincenzo Nibali, qui me faisaient tenir. Et puis les deux ont explosé plus ou moins au même moment. Et voilà, Terpstra était le seul à véritablement attaquer parmi les favoris, il a gagné. Rien d'autre à dire. D'accord. Cédric ? Alors la course était moyenne, disons, mais c'était pas une purge pour autant. Il y a quand même eu des moments assez intéressants. À plus de 50 km de l'arrivée, il restait plus que 30 mecs dans le peloton principal, ce qui est quand même pas beaucoup comparé à plein d'autres monuments. Et j'ai quand même beaucoup aimé la performance de Pedersen qui finalement m'a donné pas mal d'intérêt, de tension à la fin, parce que j'avais vraiment envie qu'il arrive au bout. Donc c'était une course moyenne, un petit peu décevante, mais pas trop. Bien. Enfin, Daniel ? Ouais, effectivement, le milieu de la course semblait un peu au ralenti, mais en fait, c'est une course très longue et très usante, et je pense que dans le peloton de 60 ou 80 unités qu'il y avait à ce moment-là, l'usure commençait quand même vraiment à se faire sentir, et c'est vrai que du côté des hommes forts, on est un peu resté sur notre faim, mais je pense qu'on reparlera de leur frilosité un peu plus tard. Peut-être aussi que, notre émission précédente a joué contre nous. On s'est nous-mêmes un peu peut-être fait monter nos attentes avec cette semaine sainte. Et après tout, chaque course est différente. Chaque Tour des Flandres est différent. On n'est pas obligé d'avoir toutes les éditions à chaque fois un scénario échevelé. Ouais, c'est un peu l'histoire du vélo, d'avoir de grandes attentes, d'attendre monts et merveilles, et après finalement d'être dans son canapé et d'être un peu déçu. Ça, c'est pas la première fois, hein. Je pense que sur Milan-San Remo, on a fait un peu pareil. Hein. Ouais, je suis un peu d'accord pour ma part. On en parlait la semaine dernière pour savoir si c'était la semaine qu'on attendait le plus en vélo. J'avais dit que non et que j'avais un peu moins de passion, et malheureusement ça s'est confirmé sur ce Tour des Flandres. On a l'impression que les monts pavés sont
aurait été un peu escamoté. J'ai pas vu de véritable course, et quand j'entends course, je parle d'attaque. J'ai l'impression de voir un écrémage par l'arrière, avec quelques chutes, mais finalement même pas tant que ça. Il y en a une grosse, mais voilà, les équipes des super favoris qui n'ont pas pris leurs responsabilités. Alors, les seuls qui avaient raison de faire ça, c'est Quick-Step, puisqu'ils ont gagné. Et au final, ouais, c'était languissant un peu. Je sais pas, Max, toi, ce que t'en as pensé? Il y avait un air de déjà vu, et ça m'a été confirmé lorsque j'ai lu rapidement le topic sur le forum, où quelqu'un avait précisé qu'en gros, notre vainqueur du jour, Tepstra, a attaqué au même endroit qu'il y a quelques années, en 2015 ou en 2016, je crois. Enfin, voilà, donc déjà, il y avait ce petit côté-là. On avait l'impression de revoir des images qu'on avait déjà vues ailleurs, et pour cause. Donc là, au lieu d'être lancé la fois là par Christophe, il a été un peu lancé malgré lui, on va dire, par Nibali. Alors c'est vrai, sa présence, c'était pour moi aussi l'une des un petit plus pour cette course. Ça m'a, comme toi, Benjamin, aidé à la suivre. Après, comme vous, j'en attendais peut-être un peu plus. C'était peut-être un peu décevant, même si le vainqueur l'a pas volé, pas du tout. Il a fait une belle attaque franche. Personne ne lui a repris du temps ensuite. Alors, dans l'ordre, parce que là, je vous ai beaucoup à vouloir intervenir. D'abord, je crois que Daniel voulait parler, puis ensuite, tu passeras la parole à Charles. Ok, oui, je rejoins votre avis sur le fait que c'était une course d'usure et que l'écrémage se faisait par l'arrière. D'ailleurs, Wout van Aert a dit exactement la même chose à l'arrivée au micro de la télévision belge. Il a dit oui, ça n'a rien à voir avec les autres courses flandriennes qu'il avait courues jusqu'à maintenant. Là, c'était vraiment de l'usure pure et dure, et que c'était vraiment ceux qui ne peuvent plus, qui lâchent, quoi. Et c'était pas vraiment possible ou facile de sortir par l'avant. Et finalement, le seul qui a pu le faire, c'était donc Niki Terpstra qui embellit donc son palmarès après avoir gagné Paris-Roubaix il y a quelques années. Charles, tu voulais enchaîner? Ouais, je voulais revenir un peu sur Niki Terpstra, même si c'est un coureur qui n'est pas forcément apprécié par les suiveurs et dans le peloton, enfin en tout cas par une majorité des gens. Je voulais vraiment lui tirer un grand coup de chapeau, parce que au final, sans lui, on se serait peut-être encore plus fait chier, dans le sens où c'est le seul qui a osé vraiment, un peu à l'image d'un Nibali dans le Poggio. Je me demande s'il n'a pas un peu sauvé la course. Et à un moment, on peut parler de la Quick Step aussi. La Quick Step est vraiment, vraiment au-dessus du lot, mais on a l'impression que les autres équipes, elles la regardent simplement, quoi. À un moment, tu vois Terpstra qui sort, mais comment tu peux pas lui sauter dans la roue? Les mecs, ils avaient encore des équipiers. Mais non, ça se regarde et on attend que le mec parte. On sait très bien que si Terpstra sort, tu lui laisses 30 secondes, et la course, elle est pliée. Et ça, je piche pas cette mauvaise tactique de la part des adversaires de la Quick Step, qui non seulement subissent la supériorité, mais pas seulement physique, mais aussi tactique, quoi. C'est psychologique, peut-être même. Oui, moi j'aimerais juste apporter un point de vue un peu plus optimiste que vous, parce que vous êtes assez déçus, ce que je comprends, mais on a quand même eu vraiment un gros écrémage à plus de 50 km de l'arrivée au deuxième passage du Vieux-Quarmont. À 46 km, quand il y a eu le Koppenberg qui a été repris, il restait moins de 30 coureurs dans le peloton principal, avec quelques-uns qui étaient devant. Et si on prend l'ensemble des courses cyclistes sur une saison, combien peuvent se targuer combien peuvent avoir aussi peu de favoris, aussi peu d'équipiers dans un peloton principal à 46 km de l'arrivée? Et clairement, cette course se situera dans les 10% peut-être de courses de l'année où il y a eu un écrémage aussi rapide. Donc évidemment, on est déçus, mais sans doute, parce que vous l'avez dit avant, il y avait des très grosses attentes par rapport à cette course. Mais si on fait le bilan un petit peu à tête reposée, c'est non plus pas si terrible que ça. L'écrémage a eu lieu relativement vite, même si la course est très longue, donc c'est plutôt vers la fin, mais quand même assez loin de l'arrivée. Surtout si on compare à d'autres courses, dans les courses par étapes, à part une ou deux étapes sur le Tour de France, il y a quand même très très peu d'étapes, de courses où vraiment il y a si peu de monde dans le peloton principal à 40 km de l'arrivée. Donc vous êtes quand même un petit peu dur, et voilà, je comprends la déception, mais il faut quand même rester objectif et dire que c'est pas la pire course de l'année. Mais peut-être que Max, tu es pas d'accord, je sais pas. Non, justement, pour rebondir là-dessus, parce que je pense que par rapport à un ressenti aussi, la chose importante, c'est de savoir, par exemple, à partir de quel moment vous avez regardé la course. Quelqu'un qui a pris la course, justement,
à partir de ces 40 km de l'arrivée, n'aura pas du tout le même ressenti que quelqu'un qui, par exemple, il faut rappeler, elle a été diffusée en intégralité, quelqu'un qui a repris la course à 10h du matin, il peut y en avoir, des enragés, voilà, se tapent pendant 200 km. Effectivement, un spectacle plus tranquille pour avoir après les 40 derniers kilomètres. Alors ensuite, j'avais lu d'ailleurs dans une étude que souvent le ressenti est orienté, surtout paramétré par les dernières minutes de l'événement. Donc par exemple, voilà pourquoi souvent on peut quand même avoir une bonne impression d'un Milan-San Remo parce qu'en général on a un feu d'artifice vers l'arrivée. Là, sur le Tour de France, ça s'est pas passé tout à fait pareil. On a eu, c'est vrai, cette sélection. On n'a pas eu de feu d'artifice vers l'arrivée, parce que Terpstra avait déjà fait le boulot et que derrière, ça s'est regardé. Mais c'était déjà le cas l'année passée avec Gilbert. Ça a déjà été le cas il y a d'autres années avec Boonen, avec Cancellara. Donc on pourrait aussi dire que quand un des grands favoris plie la course à 50 km de l'arrivée, comme c'est déjà arrivé ces 10 dernières années, à moins d'être vraiment un grand fan de ce coureur, ce qui était mon cas pour Cancellara, on trouvera vite la course inintéressante parce que c'est plié, et puis voilà, on va plus que jouer le podium. Donc c'est très très subjectif en fait ça. Complètement. Charles, vas-y, tu voulais intervenir. Encore une fois, mais comment les autres peuvent être aussi nuls tactiquement? Enfin, si on remet les choses dans l'ordre, on a Terpstra qui sort, et à un moment, t'as pas un mec qui pense que c'est une bonne idée de lui sauter dans la roue, quoi. Et ça, je pige pas. Pas forcément Nibali. Des Sagan ou des Van Avermaet, t'as Nibali qui est sorti, mais les Nassen et les autres outsiders, les Benoît, les Van Aert, mais qu'est-ce qu'ils foutaient à ce moment-là? Enfin, comment on peut expliquer qu'à un moment, on laisse Terpstra, qui vient de gagner le 3, qui a gagné le Samin également, sortir tout seul comme ça? Surtout que c'était pas dans un berg, il sort pas en costaud à un moment où absolument personne pouvait le suivre, c'est juste que personne n'a voulu le suivre en fait, à part Nibali. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de favoris aussi, où on voit que les grands favoris étaient peut-être pas assez forts pour sortir? On a vu l'attaque de Greg Van Avermaet, mais qui était finalement pas si tranchante que ça. Sagan a de nouveau, et encore une fois de plus, donné l'impression de faire cette course en dilettante, et comme tu le dis, c'est plutôt au second couteau vraiment de se lancer, et ils l'ont pas fait, ça c'est un peu dommage. Et sur ce point, je suis tout à fait d'accord avec toi. J'en profite pour rebondir. Oui, effectivement, Terpstra n'a pas été suivi. Bon, je pense qu'il est sorti au moment où les autres étaient pas non plus super à l'aise. Mais c'est vrai que du côté des adversaires de la Quick Step, c'est pas évident de savoir lequel choisir, enfin lequel suivre. En fait, il faut tous les suivre. Mais pour revenir sur l'attitude des autres équipes, notamment la Bora et la BMC, j'ai trouvé qu'ils étaient vraiment pas très très doués dans cette course. Bon, on a vu que la Bora utilisait Danilo Oss un peu pour rien sur le plat. Il s'est cramé un peu tout seul avant une difficulté. On n'a pas trop compris pourquoi. Greg Van Avermaet avait à un moment donné 3 équipiers de la BMC et après l'attaque de Terpstra, il lui en restait un au fond du groupe qui n'a rien fait du tout à part rester au fond du groupe. Alors bon, peut-être qu'il était cuit, mais en attendant, il était quand même dans le groupe et il faisait rien, quoi. Donc bon, j'étais aussi un peu étonné par ce manque d'initiative. Mais c'est là où pour moi la BMC ne mérite jamais de gagner, parce que c'est pas la première fois qu'ils font le coup où on retrouve Roland et Kung dans le groupe de tête avec Van Avermaet et les mecs au final ne roulent pas. Alors pour Kung, il a quand même été lâché lors de la dernière montée du Vieux-Coirmont et c'était 2 autres équipiers. Il avait montré de belles choses avant, donc c'est vrai qu'on s'attendait peut-être à le voir. Après, c'est peut-être pas Kung spécifiquement qui est en cause, mais c'est pas la première Flandrienne où on voit 3 BMC ou 4 BMC dans le groupe de poursuivants et les mecs se regardent tranquilles. Alors, à un moment, il faut être clair, si tu veux gagner, tu as un favori qui sort, tu as 2 équipiers, tu les fous à la planche et tu réfléchis pas, quoi. Ou alors tu veux pas gagner. Alors tu fais comme Trek et tu mets quelqu'un à l'avant et t'as pas à rouler. Mais il y a un petit souci avec les favoris, les outsiders également. Après le passage du Vieux-Coirmont, il y a un groupe de 15-20 qui s'échappe et il n'y en a aucun pour rouler. Tous ils se regardent et on attend que les équipiers reviennent et ça se regroupe. Et voilà. Et lorsque Terpstra attaque, j'ai l'impression qu'on regarde plus vers l'arrière pour voir qu'est-ce que va faire la Bora et en premier lieu la BMC, puisque la BMC, j'ai l'impression qu'ils ne font leur course que par rapport à Peter Sagan. Greg Van Avermaet a vu qu'il pouvait le battre, donc j'ai l'impression qu'il court dans la route Sagan sans plus, et du coup Terpstra part. Après pour Quick-Step, est-ce qu'ils ont bien joué? Oui, mais en même temps c'est facile quand on a autant de bons coureurs, parce que Terpstra il peut se faire reprendre, Gilbert peut attaquer, etc. Greg, je crois que tu voulais dire quelque chose également.
je voulais rebondir sur ça, justement, sur Van Avermaet, qui est la déception pour moi de ces quelques courses, et même aujourd'hui. On aimerait alors soit plus offensif, soit, il faut se décider quand on voit, soit faut rouler fort pour revenir sur Terpstra, soit faut attaquer, mais on aimerait le voir prendre une décision à un moment tactique. Arrêter tactiquement de se faire bouffer par la quick step, même si c'est pas facile. Parce que ce scénario, on l'a déjà vu plusieurs fois. Sagan et Van Avermaet qui se regardent et les autres aussi. Et la quick step qui gagne. Alors, à la décharge de Van Avermaet, il a quand même attaqué à un moment, je ne saurais plus dire quand, dans la course. Dans le Tyenberg. Ça n'a pas été très, très efficace. Non, elle m'a presque fait de la peine cette attaque, parce que c'est vrai, c'était une attaque ou est-ce que c'était juste pour durcir, comme faisait un peu Colbrelli, à un moment il l'a fait une ou deux fois pour Nibali, c'était clair, puisqu'il se retournait pour regarder où étaient les autres Bahreïn derrière lui, donc j'imagine qu'il cherchait Nibali, mais lui a fait un peu la même chose, parce que tout le monde est resté dans sa roue, et finalement, ils étaient 20, et à la fin, ils étaient 15. 19. Oui, voilà. J'ai presque eu mal pour Van Avermaet à ce moment-là. Oui, Daniel. Et moi, je me pose quand même une question. Bon, on sait que sur les 15 les plus forts, il y a 3 ou 4 quick step. Alors, quelle est la tactique, quelle est l'approche des autres équipes, en fait? Parce que bon, à part suivre Sagan, mais en attendant, il y a à chaque fois un quick step qui sort, et puis le reste vient ralentir le tempo, si jamais il y a un tempo. Mais c'est pas comme ça qu'ils vont gagner. La semaine prochaine à Paris-Roubaix, le même scénario va se répéter. Il y aura encore 2, 3, 4 quick step et un va réussir à en sortir en facteur et derrière ça va être rideau. Alors quel est le projet de ces équipes-là? Est-ce qu'il faudrait pas qu'ils changent un peu leur fusil d'épaule et qu'ils arrêtent de courir uniquement sur le favori qui va faire la différence ou qui, dans les derniers kilomètres, ou qui va régler le petit groupe des meilleurs au sprint? Mais évidemment, il faut tenter des attaques plus loin avec des outsiders. On voit les équipiers, je prends Danielos par exemple. On voyait qu'il était assez costaud, pas de quoi rivaliser avec les autres, avec les leaders, mais il serait parti à 50 bornes de l'arrivée. Peut-être que ça aurait changé des choses, mais j'ai l'impression que les favoris, et quand je dis favoris, je prends en compte leurs équipes et donc leurs équipiers, sur ce parcours, ils attendent toujours, premièrement, le deuxième passage du vieux Quarmont, et ensuite, ils attendent le Koppenberg. Et on fera les comptes après le Koppenberg. Et d'ailleurs, vu que c'est ce qui s'est passé, je crois, en 2015 ou en 2016, je sais plus, c'est à ce moment-là qu'il faut lancer l'attaque, et ils attendent tout ça. J'ai l'impression qu'on a ils sont totalement apathiques, ils sont pas capables d'anticiper, de prendre les initiatives. Quand je vois ce qui s'est passé au mur de Grammont, et franchement, on est sur le Tour des Flandres. Alors je sais pas s'il y a un problème de parcours. Moi j'ai l'impression qu'il y a plus de grandes routes, quand je dis grandes routes, je parle de routes larges qu'avant. Mais c'est pénible de rien tenter. On a vu quelques coureurs d'équipes isolées tenter de faire un groupe à un moment, mais dans les équipes des favoris, on ne tente rien. Alors il y a la FDJ qui faisait un tempo, ça se comprend. Arnaud Démare, c'est pas lui qui va attaquer. Arnaud Démare, il était en mode survie toute la course. Et il y a d'autres équipes qui ont des sprinters, mais quand tu as un gars qui a besoin d'une course dure, tu tentes, quoi. Je sais pas. Cédric, par rapport à ça, oui. Oui, peut-être pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Benjamin, je suis assez d'accord avec toi. Et l'expérience tant de cette course que de Paris-Roubaix nous montre qu'anticiper, ça conduit souvent à de très bonnes surprises. On pourrait penser à Paris-Roubaix, il y a plusieurs fois eu des vainqueurs qui venaient de l'échapper. On pourrait penser à l'édition 2013 du Rondet où Roland avait fini 3e après avoir été dans l'échappée. Et celle d'aujourd'hui celle d'aujourd'hui où la seule équipe qui a, à mon avis, très bien couru, c'est Pedersen et Trek, où cette équipe partait avec 2 leaders et ils envoyaient un 3e larron à l'avant. Ils ont failli gagner leur pari vu qu'ils finissent à la 2e place. Et c'était sans doute la meilleure stratégie à faire parce que partir assez en avance si on est fort sur cette course, ça peut porter ses fruits. Et là, vraiment, ils ont très bien joué l'équipe Trek et c'est vraiment une tactique qu'il faudrait répliquer l'année prochaine ou déjà la semaine prochaine à Paris-Roubaix. Oui, c'est vrai que l'attitude de certains seconds couteaux, entre guillemets, c'est-à-dire pas les favoris, mais ceux qu'on pouvait placer un peu derrière, les outsiders, des Trentin ou même un Benoît, qu'on a vu quand même bien plus offensif, qu'on a connu plus offensif, en tout cas dans beaucoup de courses, et surtout cette année, là, n'ont pas saisi les opportunités, les petits temps morts, parce qu'en fait, on montait assez vite les bergs, ensuite, il y avait toujours un petit temps mort qui permettait
un petit groupe en général de revenir derrière. Donc lorsqu'on était 20, on se retrouvait à 30, lorsqu'on était 30, on se retrouvait à 40. Bref. Et là, personne n'a pris vraiment d'initiative, si ce n'est des gens comme Pedersen, on a vu Van Barle, mais ça peut longtemps tenter finalement. Alors, et encore, je me permets de te couper, jusqu'au deuxième passage du Vieux Quarmont, les monts, ils n'étaient pas montés non plus super forts. Hein. J'ai le souvenir là, de quelques bergs qui sont montés avec la FDJ qui montent tranquillement de notre mont où ça discutait en grimpant. C'était surtout avant les monts que ça... En fait, ça m'a fait penser un peu à l'Egespèce sur le nuage, en fait. Tu sais, ça fait le sprint avant les côtes, et puis finalement dans les côtes, on ralentit, tranquille. Et surtout le consensus général de ne pas vouloir attaquer. J'ai pas bien compris. Enfin, j'ai pas bien compris. J'ai l'impression qu'il y avait des coureurs qui se disaient qu'ils pouvaient gagner, et du coup, ils n'ont pas voulu laisser passer leur chance, et en se disant ça et en n'attaquant pas, justement, ils l'ont laissé passer. Entre le kilomètre, entre 80 km de l'arrivée et 40, il y avait d'énormes possibilités. Vraiment. Ensuite, les choses se sont un peu corsées et le groupe des favoris, une fois détaché, a commencé à rouler bien. Mais même là, il y avait encore des occasions pour ce type de second couteau. Et on ne les a pas vus essayer. D'abord, il me semble que Daniel, tu voulais intervenir ? Non, je voulais dire qu'il y avait quand même il y avait eu quelques tentatives. Je crois qu'il y avait Moscone, je crois qu'il y avait Kornilsen, je crois. Avant que Langeveld et Van Barle arrivent à sortir. Voilà, il y avait quand même quelques gens pour essayer de remuer. Après, c'est sûr que c'est pas toutes les attaques qui marchent, quoi, et qui sortent. Et c'est bien la science de course d'un Terpstra qui lui permet de faire la différence dans ce genre de contexte. Je voulais rien dire sur le sujet. La chance, peut-être, c'était aussi qu'il n'y avait pas assez d'attaques concertées. Finalement, chacun attaquait un peu de son côté. Il n'y a jamais eu vraiment de gros groupes qui a réussi à se former. Au maximum, ils étaient 3. Ouais. On peut penser à l'attaque de Sagan, où finalement, à la fin, il se laisse reprendre parce qu'il est tout seul. Et il est un peu perdu au milieu de la pampa. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas eu vraiment d'attaque concertée, comme tu dis. Et il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont voulu prendre leur responsabilité derrière chaque attaque. Il y a eu Nibali, ensuite Terpstra, mais comme vous l'avez beaucoup déploré, peu de gens ont essayé vraiment de saisir l'opportunité. Et ça, je ne comprends pas. Est-ce que c'est par frilosité ou est-ce parce qu'ils étaient cramés ? Parce qu'il y avait un équipier de moins. Charles, tu semblais vouloir intervenir. Ouais, je voulais rebondir sur ce que tu avais dit tout à l'heure, Cédric, par rapport à la Trek et Mats Pedersen. C'est la deuxième fois en 4 jours ou 5 jours que la Trek adopte cette tactique de placer un second couteau, si on peut l'appeler comme ça, devant. Et c'est la deuxième fois en 5 jours que ça marche. Mats Pedersen fait 5e d'à travers la Flandre mercredi, et là, il signe une super deuxième place sur le Tour des Flandres. Et franchement, dans la dernière bosse, il était pas loin. Il lui manque 10 secondes pour choper la route Terpstra, et il peut jouer la gagne sur l'une des plus grandes courses de la saison. Et je voulais aussi revenir sur ce Mats Pedersen qui a vraiment crevé l'écran l'an dernier pour sa première année en World Tour, en gagnant le Tour du Danemark, le Tour du Poitou-Charentes et son championnat national. On sent qu'on tient vraiment une grosse pépite. Je crois que c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant où on s'interroger sur le manque de renouvellement possible sur les Flandriennes, et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'on peut peut-être tenir notre nouvelle pépite. Il a été impressionnant, moi je trouve, de tenir derrière Terpstra pas très loin. Tout le monde le voyait s'écrouler, je pense, et finalement il a tenu. Surtout qu'on s'attendait on avait un Van Barle et un Langeveld avec lui, donc on pouvait s'attendre à ce que finalement le premier qui saute, ça soit Mats Pedersen, parce que Van Barle et Langeveld, c'est quand même pas des jeunes coureurs, c'est des très bons coureurs sur les pavés. Et rien que le fait qu'ils sautent après eux, je trouvais ça assez bluffant. Et ça a été un des intérêts de la fin de course, parce que moi personnellement, j'avais très envie qu'il arrive au bout, qu'il ne se fasse pas reprendre. Et ça a donné un petit peu de tension au dernier kilomètre. C'est ce qui était très, très agréable. Mais c'est vrai qu'on a plusieurs coureurs qui ont 25 ans ou moins qui apparaissent dans les classements aujourd'hui. Donc Pedersen, on vient d'en parler. Il y a également Van Aert. Il y a, alors je suis désolé pour les prononciations, mais Timo Rosen, il n'est pas très vieux. Polite, qu'on a vu non plus. Tönnissen. On est peut-être à un changement de génération illustré par la disparition, la retraite des deux monstres qui ont été Cancellara et Boonen. Et en effet, il y a peut-être un petit renouvellement, ce qui nous fait dire également que peut-être il y a moins de favoris
tout simplement parce que ces favoris qui restent sont accompagnés de coureurs qu'on ne connaît pas encore à ce niveau. Oui, ça reste très Benelux d'ailleurs tout ça. Je veux rebondir sur ce que oui, Daniel. Je vais rebondir sur ce que dit Benjamin. Effectivement, il y a quand même pas mal de jeunes qui poussent au portillon. Et il faudrait pas oublier même Jasper Stuyven, il a 25 ans. Tige Benoot, il a 24 ans. Dylan van Baar, il a 25 ans. Donc, les Flandriennes, ce sont des courses où ce sont des coureurs très endurants, expérimentés et aguerris qui arrivent à s'en sortir en général. Il suffit de voir les derniers vainqueurs. Donc voilà, ça renforce d'autant plus la performance de Mats Pedersen aujourd'hui, qui est vraiment très jeune. Mais en tout cas, il y a pas mal de coureurs de 24, 25, 26 ans qui sont déjà présents depuis plusieurs années dans le top 15 et qui vont sans doute prendre les premières places dans les 5 années à venir. Concernant Stuyven, il a quasiment fait un top 10 sur toutes les courses. Il l'a fait à Milan-San Remo, il l'a fait soit au Grand Prix E3, soit à Grand-Vevelgem, mais là il finit 7ème. Donc on voit qu'il est quand même en train de passer un palier. Et peut-être qu'on aurait pu espérer le voir attaquer aujourd'hui. Mais bon, d'un autre côté, il avait son équipier qui était devant, donc il n'avait aucune raison de contrer, parce que sinon ça aurait pu mettre en péril l'échappée de Pedersen. Donc est-ce qu'il aurait pu faire plus? Je ne sais pas, j'espère. Et j'espère aussi le voir la semaine prochaine. C'est une course qui pourrait peut-être même lui convenir un peu mieux, en fait, selon la météo. Oui, alors, c'est vrai qu'on a vu finalement pas mal de jeunes pousses finalement se mettre à l'avant. Par contre, on n'a pas vu beaucoup de Français finalement au final à l'arrivée. Hein. Ouais, à l'arrivée, même avant. Je vais commencer pour les Français. Alors on avait cité la semaine dernière Christophe Laporte, donc malade, il a abandonné. On avait parlé de Johan Ofredo qui malheureusement, je crois que les Flandriennes et lui ça sera jamais une histoire d'amour puisqu'il a fini à l'hôpital évacué lors de la grosse chute. Il y a Barbier également qui a suivi le même chemin. Tony Galopin, dont on attendait moins merveille en début d'année sur les Flandriennes, c'est malheureusement un plouf. Et ensuite, Arnaud Démare, je crois que c'est une satisfaction, même s'il explose complètement dans le Vieux-Quarmont, le dernier passage. Jusque-là, il a vraiment bien tenu. Bon, moi, je ne pensais pas le voir tenir son rang comme ça, mais après, il y a attention. Alors, attention pour Arnaud Démare, parce que la course était l'avantagé finalement, puisqu'il n'y a pas eu d'attaque. Jimmy Turgis, pas trop mal, mais bon, il a déjà 26 ans. Florent Sénéchal, il faisait équipier. Et après, Vital Concept, je crois que ça a été à la hauteur de ce qu'on avait, de ce qu'on avait prédit mercredi dernier. Arnaud Démare, on sent qu'il a franchi un palier quand même cette année. Moi, je ne l'attendais pas aussi bon sur le Tour des Flandres. Je pensais qu'il aurait encore un peu plus de mal. Benjamin, on en a un peu parlé avant l'émission, je crois. Oui, je pense qu'il ne peut pas faire mieux. Je trouve qu'il a quand même couru un peu trop. Il s'est un peu trop montré à certains moments. Il était un peu trop devant. Alors après, je ne sais pas si ça lui a fait faire des efforts peut-être superflus qui nous manquaient à la fin. Mais à certains moments, il était en deuxième, en troisième, voire même carrément en tête de groupe. Et Benjamin, tu parlais de Vital Concept. J'ai pas trop regardé leurs résultats. Ils ont fait quoi aujourd'hui? Rien. Non, il y en a qu'un qui est fini. Voilà, c'est Patrick Muller. Patrick Muller qui est fini. Alors, au-delà des résultats, je crois que on va inviter tout le monde. Comme ça leur fera du clic d'aller voir le compte rendu de l'équipe sur Vital Concept. Ouais. On a quand même vu Jérémy Lecros et Brian Cocard et Bert de Backer qui ont tenté de se glisser dans des échappées. Mais voilà, bon, au tout début, oui. Ouais, au début et en milieu de course. Bon, en dehors des résultats. C'était l'objectif de la course, hein, voilà. De glisser dans l'échappée matinale. Ils n'ont même pas été capables de le faire. En dehors des résultats, qui est complètement pathétique, en effet, puisque Muller est le premier à finir à 71e et on dirait, oui, le seul à finir la course. Ça nous ramène à ce qu'on disait la semaine passée. On a Direct Energy qui a été mise sur le carreau et remplacée par une équipe qui a même pas un seul coureur dans le top 50. Quelque chose que je comprends pas, c'est la volonté de Cocard de prendre l'échappée le matin, en début de course. Pourquoi, quand on est un leader d'une équipe, ça semble quand même bizarre de partir aussitôt, d'anticiper peut-être à 60 km de l'arrivée parce qu'il sait que c'est pas un des tout meilleurs, je comprendrais, mais vraiment de vouloir prendre l'échappée matinale, ça me semble quand même un peu étrange. Et Cocard, il n'a rien à faire sur le Tour des Flandres. Au final, je pense que ce qui était dans la balance, si Jérôme Pinot a obtenu une invitation, c'était la contrepartie, c'était tu es d'accord, mais tu mets Brian Cocard au départ.
Et au final, c'est pour ça qu'il est surutilisé depuis le début de saison, parce que toutes les invites, je pense, en World Tour, elles sont conditionnées à une présence de Brian Coquard. Du coup, il court partout, quoi. Après, on est sévère avec eux. On va dire quand même pourquoi. C'est parce que Jérôme Pinot, quelqu'un qui a une grande gueule, hein, c'est pas forcément un défaut, soit dit en passant. Et également parce qu'ils ont une communication très, très offensive, on va dire. Et c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai invité tout le monde à aller voir sur leur site le compte rendu qu'ils font de la course où le champ lexical a trait à l'épique. C'est peut-être un peu trop pour le moment pour ce qu'ils font. Après au moins on parle d'eux, hein, la preuve c'est ce qu'on fait. Finalement, Vital Concept, même si c'est pas en des termes fleuris, on parle d'eux. Du coup, je vais changer un peu de sujet et je vais dire qu'on a vu à un certain moment un Français qui a quand même explosé ensuite, mais qui a fini. C'est Justin Jules. Je crois que c'est Daniel qui nous en parlait la semaine dernière. Ouais. On l'a vu jusqu'à 30 km de là, jusqu'au Koppenberg, je crois. Et il s'est vraiment accroché. Il a fait ce qu'il a pu. Et je trouvais ça pas mal. Surtout que c'est un poids plume, donc c'est vrai qu'il n'est pas forcément plus apte à effectuer ce genre de course, mais apparemment ça lui plaît quand même. C'est un guerrier. 63 kilos. Ouais. C'est sûr. C'est un peu léger pour ce type de course. Après, on en a vu d'autres, hein, des poids légers. C'est vrai que Nibali, il a apporté un peu de fraîcheur aussi un peu sur cette course. Je ne sais pas si vous pouvez en attendre grand-chose, mais bon. Pour ce qui est du bilan français, Nibali, est-ce que quelqu'un veut préciser encore quelque chose ou... Oui, pardon. Non, excuse-moi, Max. Je voulais dire concernant Nibali, je pensais pas qu'on verrait ça un jour, mais il a manqué de caisse. Oui. Il est un peu juste. Je pense qu'il a bien senti la course. Finalement, il attaque au même moment que Tepstra. Et comme Valverde mercredi, en fait, hein. Tu sens que les mecs sont vachement costauds et tout présents en tête, mais au final, Valverde, mercredi, il explose pareil. Il explose pas, mais parce qu'il est costaud, mais il était à la ramasse dans le final, quoi. On voyait que sur les faux plats, il avait du mal à suivre. On voit que le manque d'expérience vraiment joue en leur défaveur, quoi. Ouais, mais Valverde n'a jamais été un modèle d'endurance, alors que Nibali, c'est vraiment une de ses qualités les plus reconnues. Mais je pense que si je comprends bien comment se courent les Flandriennes, ce sont des courses où on fait plusieurs fois un effort maximal, voire plus que maximal, et c'est pas non plus le type d'effort qu'ont peut-être l'habitude de faire les coureurs de grand tour comme Nibali. Mais je pense que Nibali, s'il revient l'an prochain, ça sera pas la même histoire. Par contre, avec un an d'expérience. Et il finit pas si loin, hein. Non, il est pas si loin. Il a accroché le groupe des Maras. Bon, il finit à 5 secondes, il s'est relâché sur la fin. Il sent la course parce qu'on en parlait tout à l'heure. Terpstra sort. Au final, c'est le seul qui se dit tiens, c'est peut-être une bonne idée si je vais dans sa roue, quoi. D'accord. C'est Nibali qui sort avant Terpstra, non? Je crois que c'est Nibali qui part en premier, je crois. C'est Nibali qui se casser la gueule d'ailleurs, parce que je crois qu'il y a Stibar qui se décalait sur lui. Enfin, vous reverrez son attaque, vous verrez que le gars, il avait vraiment envie d'attaquer parce qu'il est passé à 2 dos de la chute. Et ensuite, il y a Terpstra qui revient et dans le faux plat montant, il le fait exploser. Mais je sais pas à combien étaient les watts de Terpstra à ce moment-là, mais ça devait être quelque chose de mignon. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a, d'autres coureurs qui vous ont tapé dans l'œil dans cette édition ou... Luc Rowe. Oui, d'une certaine façon, oui. Non, mais ça failli taper un spectateur. Hein. Ça, c'est pareil. En dehors de l'épisode Luc Rowe qui va sur le trottoir, enfin, c'est quand même une sacrée blague. Le mec, il est exclu de la course, mais derrière, on ne l'arrête pas. C'est-à-dire qu'il continue, à un moment il est dans le deuxième groupe, il ramène le deuxième groupe sur le premier groupe et ensuite il roule en tête de peloton. Oui, je pense que les commissaires ne pouvaient pas arriver jusqu'à lui à cause des bergs. Mais il y a des oreillettes. Ouais, et justement, je me pose la question, est-ce que l'équipe Sky ne lui a pas dit fais l'effort maximal rapidement là parce que dans 5 minutes t'es plus dans la course. Enfin, si, je pense aussi. Voilà, c'est totalement le style. Ouais, donc un marginal gain, mais voilà, pas très honnête. Mais bon, d'ailleurs, en parlant de la Sky, je pense qu'on peut dire que Michel Kwiatkowski gagnera jamais le Tour des Flandres, hein, parce que chaque fois il explose le pauvre gros flop. Le premier Sky finit 12e, c'est Dylan Van Baarle qui a bénéficié de son petit coup bien senti, sa petite échappée juste avant. Au moins, eux ont anticipé. Voilà, ils ont anticipé. Et sinon, on voit que Moscon casse encore un petit peu. Comme ça avait été le cas. Campagne plutôt ratée pour l'instant pour la Sky. Sur les Flandriennes, on voit pas trop qui vraiment prend les rênes. En fait, on découvre qui est le leader sur chaque course pendant la course.
Ils en ont un leader, mais il aligne pas. Donc, Bah, le leader, c'est Moscone, je pense, mais il est encore un peu trop jeune. Enfin, c'est que sa 3e saison pro. Il manque encore des caisses et d'expérience. Moi, il y a autre Charles, chose, parce qu'ils sont même en retrait par rapport à l'année ils ont un coureur qui peut gagner. Geraint Thomas. Ryan. Ben voilà. Mais bon, chez Sky, on préfère mettre tout le monde dans le train ou essayer de le faire gagner tour. Bon, moi, je crois qu'on n'est pas tous d'accord sur ça. J'ai vraiment du mal à voir Geraint Thomas vainqueur d'un grand tour. Bon, c'est dommage quand on a un coureur de Flandrienne comme lui de l'enlever. Après, bon, peut-être il gagnera le Tour de France cette année et là, on dira. Il n'a pas couru depuis un moment, Geraint Thomas. En plus, il n'a pas fait le Tour de Catalogne. Je pense pas qu'il soit prévu au Pays Basque demain. Je sais pas prévu à Roubaix, non? Il va faire Roubaix. Bah, ça peut être une bonne nouvelle. C'est ce que j'avais cru comprendre. Ouais, je vérifie. Pas Roubaix, Liège, Romandie. Ça serait top, je pense. Peut-être. Justement, en tête, le Pays Basque, on retrouve Kwiatkowski, en fait. Et Nibali aussi, d'ailleurs. Ah, ben c'était son échauffement, en fait. C'était pour se préparer. C'était la sortie de déblocage, en fait. Ça ne doit pas se faire souvent, quand même, pour les leaders d'enchaîner effectivement le ronde et dans la foulée le lendemain le Tour du Pays Basque. Je ne sais même pas comment ils arrivent à temps pour la course. C'est le décalage horaire, non, je plaisante. Oui. Alors, est-ce que du coup, on en profite pour enchaîner un peu sur la course-là, ou vous voulez peut-être terminer sur une conclusion par rapport au Tour des Flandres? Oui, Charles? Ouais, un dernier truc que je voulais dire qui m'a vraiment beaucoup agacé, c'est l'invitation qu'a reçue Lance Armstrong pour venir sur le Tour des Flandres. Il n'est pas venu pour des raisons personnelles, mais au final, ça ne change pas le fond du problème. Comment un organisateur de course aussi important que Flanders Classic peut se vanter d'inviter un mec comme Armstrong et au moment où il vient pas, aller expliquer que c'est dommage et qu'ils espèrent qu'il sera là l'an prochain. Enfin, Lance Armstrong, c'est un scandale et c'est un mec qui devrait plus jamais approcher de près ou de loin tout ce qui touche au vélo. Et je comprends pas. Je trouve ça hallucinant qu'on puisse en parler, qu'on puisse l'inviter comme ça sur les courses comme si de rien n'était. Et ça me dépasse. Pas une bonne chose pour le vélo. C'est un peu dans leur politique, avec les tentes pour VIP, faire payer des places sur le circuit. Ouais, le fric avant tout. Ouais, moi, là, on n'est pas sur un petit critérium, on est quand même sur un des monuments, et c'est vrai que sa présence toujours un peu étonnante. Ce genre de truc fera peut-être plaisir à ceux qui sont plutôt complaisants avec le dopage et qu'on se trouve souvent sur les réseaux sociaux, mais en dehors de ça, c'est pathétique, quoi. Lance Armstrong, il n'a pas sa place sur une course de vélo. Ça fait du mal au vélo, pour reprendre certains termes lus justement ça sur fait les mal au vélo. réseaux sociaux. Et pas seulement par rapport à son passé sur le dopage. Parce que Lance Armstrong, c'est pas seulement le dopage, c'est aussi tout ce qu'il a mis en place derrière, les intimidations, etc., le système un peu mafieux. Enfin, c'est scandaleux. Les mensonges pendant des années. Les mensonges, la mise en scène chez Oprah, enfin... Même l'équipe qui va relayer encore ses papiers, retour d'Armstrong, comment ça se passe, comment machin... Comment les mecs peuvent faire des papiers là-dessus? Je sais vraiment pas. Enfin, on sait bien que le vélo a toujours un peu de mal à tourner la page définitivement sur. Oui, puis il y a des mecs à l'intérieur qui rendent clairement pas service par rapport à ça. Puis je pense qu'il y a des gens qui sincèrement veulent croire à des belles histoires. Aussi, oui. Qui veulent croire qui choisissent de croire ce qu'ils veulent croire. Armstrong, ça fait bien longtemps que plus personne. Enfin, il doit y en avoir quelques irréductibles qui doivent se dire que. Je pense aux États-Unis, oui, par rapport à sa lutte contre le cancer, il y a quand même ce côté héroïque qui est quand même une valeur assez promue dans ce pays, donc ça doit parler là-bas, je pense. Non, parce qu'il y a le mensonge derrière tout ça. Ouais, le mensonge, ça vient. L'utilisation de la cause pour. Ouais. Bon, enfin, Armstrong, je ne sais pas si on commence à parler de lui, là. Je crois on est foutu. Pour faire une émission. Du coup, on s'arrête là pour le tournée. Oui, c'est Cédric, pardon. Cédric. Oui, je voulais juste conclure sur 2 points. Une nouvelle déception, c'est Peter Sagan, qui, une fois de plus, n'a pas été à la hauteur sur un monument. Donc, oui, il a beaucoup de talent, mais là, j'avais vraiment l'impression de voir un non-footiste qui était sur le vélo. Il avait l'air très, très, très facile. Alors, peut-être que c'était une fausse impression. Et il a attaqué beaucoup trop tard, donc vraiment, j'ai de la peine à comprendre, sachant que pour son type de profil, c'est vraiment un des 3 jours peut-être les plus importants de l'année. Et là, il n'avait pas l'air super impliqué. Vraiment, je ne comprends pas. Et le deuxième point, c'est... Oui, pardon, peut-être que tu voulais réagir, Max. Oui, justement. D'ailleurs, ça te fera plaisir. Quelqu'un sur le forum disait cruellement que, un Sagan n'est pas comme un Cancellara qui, lorsqu'il a 30 secondes de retard sur un des favoris, arrive à les reprendre. On l'a bien vu sur la dernière montée. Il lâche le groupe quand même derrière lui.
Mais à partir de là, l'écart ne bouge plus avec Tepstra, qui pourtant avait déjà fait fournir un effort, lui, depuis 15 km avant. C'est vrai. Et le deuxième point, c'est la performance globale d'une équipe, c'est Education First, qui, une fois de plus, nous a impressionnés par sa capacité à avoir des problèmes techniques, à tomber. Et vraiment, on rigole beaucoup sur le forum de cette équipe, de son manager, et de ce côté, parfois... Pierre Richard. Pierre Richard. Et là, une fois de plus, ils nous ont vraiment, vraiment impressionnés. Je crois que Daniel, tu voudrais réagir là-dessus. Ouais, non, mais je pense que c'est une stratégie marketing parce que les 6 ou les 8 équipes qui étaient dans l'échappée, personne ne s'en souvient. Par contre, le spectacle Education First, tout le monde s'en rappelle. On a vu leur maillot toute la journée à l'écran. Il faut dire que leur maillot est visible. Quand même, on peut pas. Est-ce qu'il est moche alors? Oh là là. Non, ça va. Mais bon, il se voit de loin. C'est pratique pour les commentateurs et pour les adversaires pour éviter les chutes. C'est vrai. L'équipe Education First, en plus, avait aligné qu'une seule équipe aujourd'hui parce qu'il n'y avait ni la Dani Moreno Cycling Team ni la Pierre Roland Cycling Team, donc c'était très différent. Dimanche prochain, on aura sûrement l'occasion de reparler de cette équipe en se disant que Van Mark était très très fort, mais que finalement il finit 2e, 3e, 5e. Ouais. Alors qu'il aurait pu gagner. Je suis presque prêt à parier sur... À cause d'une chute ou d'une crevaison dans les... Voilà. Enfin, oui, quelque chose comme ça. Là ou l'autre, Greg. Parce que effectivement, il y a ce côté de poissard, hein, je suis d'accord. Moi, si j'étais dans le final d'une course seul avec vos remarques, mais je serais trop content, quoi. Enfin, de toute façon, les doigts dans le nez, le mec, il va lui arriver une couille et c'est bon, quoi. C'est parti. J'ai gagné, quoi. J'aime bien, moi, Van Mark, du coup. Moi aussi, oui, c'est là. Ah oui, mais je pense qu'on sera d'autant plus content le jour où il en claquera une belle. Ouais, puis c'est un gars sympa et qui est pas un mot plus haut que l'autre, c'est un gars abordable et tout. Et il pourrait bénéficier, d'ailleurs, c'est un peu hors sujet, mais il pourrait bénéficier cet été de l'étape du Tour où les gros cadors des Flandriennes seront au final au petit soin avec leur leader et lui pourrait un peu, à l'instar d'un Lars Boom, il y a quelques années, tirer son épingle du jeu, je pense. Sauf s'il doit protéger Roland. Mais... Voilà, c'est ça. Uran plus que Roland, quand même. Uran, ouais, ou Dani Moreno, peut-être, on sait pas. Alors, soit il protège Uran, soit il jouera sa carte sur cette étape-là. Et, je pense quand même que... La Dani Moreno, ça sera sur le Tour d'Autriche, je pense, pendant le même temps. Très bien. Écoutez, là, je pense que... On pourra couper la vraiment fait le tour du sujet. Donc, le Tour du Pays Basque, on va retrouver deux protagonistes, plus ou moins du Tour des Flandres, hein, de la veille, Nibali et Kadowski. Du coup, je sais pas trop ce qu'il faudra en attendre d'eux. Sûrement pas grand-chose, en tout cas les premiers jours. Voilà, donc c'est quand même une course, personnellement, j'aime bien parce qu'elle se passe dans le Pays Basque, le long de parcours quand même très intéressant, où ça tournicote, où ça monte, où c'est très, très nerveux et très pentu en général. Et en plus, on a globalement... habituellement aussi une très belle liste de participants. Voilà. Alors, je sais pas, qu'est-ce que tu en penses, Charles? Ouais, la start list définitive est tombée ce soir et encore une fois, on a une super liste de coureurs au départ. Personnellement, c'est vraiment ma course par étape préférée, loin devant Paris-Nice, Tirreno, etc. Je trouve qu'on a des super parcours. Il n'y a pas de grande étape de montagne il y a un peu tout coincé. Puis vous avez tous vu les images, on a ces petites routes escarpées, ces pentes à 20, 22%, ces routes super étroites où tu n'as limite qu'un seul mec qui peuvent passer. Enfin, c'est une semaine que j'attends vraiment, moi, avec impatience chaque année, et je crois que cette année, on va encore pas déroger à la règle, et on va avoir une semaine super cool sur la route du Pays Basque, surtout s'il pleut, ça risque de donner encore un peu plus de spectacle, en espérant pas de chute, bien sûr. Il y a un petit changement de parcours, puisque le contre-la-montre a été avancé. Ça sera la 4e étape. Ça sera tout plat, en effet. Voilà, c'est l'une des grandes nouveautés de ce Tour du Pays Basque pour cette année. Le contre-la-montre n'est pas sur la dernière étape, et surtout, il est tout plat. Et également... 19 km, non ? Ouais, c'est ça. La première étape est quand même bien dure. Parfois, on a des années où on commence, entre guillemets, un peu en douceur. Et cette année, vraiment, ça va pas être facile, avec notamment une dernière côte, juste avant l'arrivée, à 9%, qui devrait faire des dégâts. Après, donc je sais pas ce que vous en pensez. Max, si tu as des favoris peut-être pour cette course? Là, je peux vous citer vite fait les noms, en tout cas, qui apparaissent comme les plus évidents. On a quand même, donc voilà, comme je disais, des beaux noms, hein, Landa, Quintana pour la Movistar, donc déjà une belle doublette. Avec eux, en plus, il y aura Betancourt, qui a quand même montré qu'il était en net regain de forme. Chez AG2R, Romain Bardet est là. On peut aussi compter sur Villermoz pour peut-être pas le classement général, mais tenter de jouer des petits coups de temps en temps, voire une étape. Voilà, chez Bahreïn, donc Nibali, mais là, pareil,
difficile de le considérer comme le leader vu son programme un peu particulier. Donc, on pourrait quand même retrouver peut-être les frères Izagir qu'on a vu à leur avantage sur le Paris-Nice. Il y a Richie Porte qui fait sa rentrée pour BMC. On a qui encore? On a Julien Alaphilippe pour la Quick Step. Enfin voilà, donc ça fait déjà du monde. On a aussi, je crois, Michael Matthews parmi les sprinters. Roglic. Roglic, pardon, oui, c'est ça. Et Uran, oui, j'avais oublié, j'avais qu'il me manquait un encore. Donc éventuellement aussi Rui Costa, mais enfin, on n'a pas encore vu vraiment son avantage cette année. Et puis Mollema encore, allez, pour en citer un dernier qui pourrait jouer avec Zacharine. On peut peut-être citer Pierre Latour, comme il vient de faire 3e en Catalogne, et que apparemment il est plutôt puncher et rouleur que grimpeur. Ça devrait donc donc plutôt lui le leader chez AG2R plutôt davantage que Bardet en fait. Bon, je sais pas. Hein. Après, il y a un contre la montre, donc il y a un contre la montre. Compliqué. C'est vrai. Oui, Charles. Ouais, mon grand favori, je pense, pour la semaine, ce serait Primoz Roglic. On a vu qu'il était en forme. C'est un des seuls gros rouleurs présents sur le parcours. Je pense qu'il va faire un carton sur le chrono de 19 bornes. Ouais. Et je le vois vraiment bien remporter. Il a une bonne équipe avec lui et je le vois vraiment bien remporter sa première grande victoire. Ouais, si la malchance n'en mêle pas, sinon il y a Mikel Landa. Sur ce type de parcours, il est à domicile en plus, donc il va être archi motivé. Landa, Roglic, ça pourrait être pour moi le gros duel de la semaine. Et avant de laisser la parole à ceux qui voulaient intervenir, je voulais aussi noter que ce sera la première course par étape pour le Tour de Pavel Sivakov, qui sort d'une super semaine en Kopi et Bartali. Et sachant qu'il n'y a pas les gros leaders chez Sky, on n'a pas Froome, on n'a pas Thomas, on n'a pas Pouls, etc. On aura un Kwiatkowski, mais qui va sûrement être un peu fatigué par le Tour des Flandres. Et il y aura de la bien Pavel Sivakov. Il y a de la Cruz aussi, mais on ne sait pas trop ce qu'il peut valoir sur ce type de parcours. Et je vois bien Sivakov faire un top 20 pour sa première World Tour. Ouais. Moi, j'aurais une petite question. Vous voyez qui du côté de Groupama FDJ pour jouer soit les étapes, soit le classement général? Il y a beaucoup de choix, donc c'est pas facile. Rudy Mollard, qui, on l'a vu l'an dernier, a fait de superbes Ardennaises. Je pense que cette année, on a vu qu'il était quand même pas mal sur Paris-Nice, il a gagné une étape. Je le vois bien jouer le général en essayant d'accrocher peut-être un top 10. Il me tarde de voir dans cette équipe, par contre, ce que va faire Valentin Madouas. Valentin Madouas, un peu à l'instar de Pavel Sivakov, sur sa première année pro, il fait quand même de superbes performances. Et à un niveau supérieur, puisque c'est sa première course par étape World Tour. Sa première World Tour, c'était l'Estrade Bianche où il s'était illustré. Moi, il me tarde vraiment de voir ce qu'il peut faire. Mais blague à part, on voit que la FDJ n'a pas la profondeur d'effectif d'AG2R la mondiale. Quoi. On sent que c'est compliqué s'il n'y a pas Pinot, Gaudu et Desmar. Hein. En gros, c'est plié, quoi. Il n'y a pas de. On l'a vu à Tirreno. Et encore, je trouve que sur ce Pays Basque, ça passe quand même. Il y a des jeunes intéressants à suivre. Mollard, c'est pas mal, mais avec le chrono de 20 bornes. Il peut faire quelque chose. Tu sais, les FDJ, maintenant qu'ils ont leur super vélo. Genre un top 15 peut-être, mais un top 10, ça va être compliqué. Ouais, ça va être compliqué. Le chrono. Mais c'est dommage, parce qu'il manque, tu vois, je trouve que chez AG2R, ils ont ces coureurs qui arrivent à percer, etc., et plus de densité au niveau de l'effectif, et on ne retrouve pas la même chose au niveau de la FDJ. C'est vrai. Après la FDJ, ils ont vraiment cherché à recruter dans les jeunes coureurs cette année, même l'an dernier, et je pense que d'ici quelques années, on va voir des Madouas, des Benjamin Thomas, pas sur ce type de parcours forcément, ou bien entendu des David Gaudu, qui devraient pouvoir monter au créneau, même quand il n'y a pas Thibaut Pinot ou Arnaud Desmar dans un autre registre. Mais ils ont, là où ils avaient peut-être quelques temps d'avance sur AG2R, je crois que maintenant... La tendance s'est inversée. Mais tu vois, c'est pareil, je trouve ça dommage que la FDJ ait aligné Gaudu et Pinot sur la Catalogne, et n'est pas au contraire, tu vois, séparé, genre par exemple mettre Pinot en Catalogne parce que c'était ce qu'il voulait pour la prépa du Giro, laisser Gaudu de côté et lui donner le leadership sur le Pays Basque. Je trouve que ça aurait été intéressant. Ouais, peut-être que ça n'allait pas dans le programme de Gaudu. Il doit faire les Ardennaises après, donc il y a encore un peu de marge, je pense. Peut-être qu'il voulait le laisser frais, je crois qu'il fait le tour de Romandie. Si c'est le cas, peut-être pour qu'il puisse jouer le général et se tester face à des coureurs qui sont en préparation du Giro notamment. Mais par contre, j'ai pas les profils du Tour de Romandie. Et vu qu'on sait que David Gaudu, pour le moment, il manque de puissance sur les cols roulants, il faudra quand même qu'il y ait du pourcentage. Et là, je te rejoins. En effet, le Tour du Pays Basque collé avec son profil. Ou même Pinot, Pinot avec le chrono sur le Pays Basque, ça aurait pu être intéressant à voir aussi. Mais le Français qui me tarde de voir sur le Pays Basque,
parce que j'ai quand même été déçu de son Paris-Nice. C'est Julian Alaphilippe, en plus ça serait beau pour le symbole, puisque le Tour du Pays Basque, on s'en souvient l'an dernier, ça a marqué la fin de sa campagne printanière. Et là, ça serait bien qu'elle démarre véritablement avec cette course. Un coureur qu'on n'a pas cité tout à l'heure aussi et qui pourrait bien tirer son épingle du jeu chez BMC plus que Richie Porte, c'est Dylan Teuns. Oui, il y a beaucoup de monde, hein. C'est difficile de tous les citer, en fait, ils sont vraiment pas mal. Porte n'a pas d'objectif, je crois, il va être court, il a annoncé qu'il voulait juste reprendre le rythme de la compétition. Donc, je vais donner un autre jeune à suivre, qui n'est pas français, que je suis particulièrement parce qu'il a brillé sur la ronde de l'Isère, c'est Björn Lambrecht, qui a fait un bon début de saison. Notamment 28e du Tour de Catalogne, on rappelle qu'il est néo-pro. Il me tarde de le voir sur des profils comme ça, c'est un coureur que je me plais à suivre. Peut-être une petite intervention pour dire que la liste des favoris, une très longue liste de favoris a été proposée par Max sur le forum. En effet, grâce à Max, nous avons une présentation super intéressante de la course avec beaucoup d'images qui montrent à quel point des petites routes sont utilisées. Donc j'invite toutes les personnes qui nous écoutent à venir sur le forum de veloclub.net pour découvrir la présentation de la course qui est vraiment très bien faite. Oui, je regardais de nouveau la liste des favoris, enfin des coureurs. C'est vrai que c'est impressionnant. Chez Cofidis, on notera encore une fois la diversité de l'équipe. On pourra suivre Jesus Serrada aussi. Oui, qui a fait un bon début de saison, donc à voir. Un bon Tour de Man, un bon Tour de Valence, et lui il peut accrocher aussi un top 10-15, je pense. Voilà, du beau linge. Écoutez, je crois qu'on va pouvoir s'arrêter là parce que malheureusement le temps imparti déjà là touche à sa fin. Donc, un petit pronostic pour finir sur le Tour du Pays Basque, chacun dit son vainqueur ou son podium. Son podium. Eh bien commence Charles, allez. Alors moi je dirais, je ne vais pas varier de ce que j'ai dit tout à l'heure, je verrai Primoz Roglic en vainqueur devant Mikel Landa. Et en troisième, je vais tenter ma grosse cote, tiens, dont je parlais tout à l'heure, Dylan Teuns. Je vais prendre la suite, je vais dire vainqueur Mikel Landa devant Rigoberto Urán. Et en troisième position, alors là j'ai un peu plus de mal. Allez, je vais être chauvin parce que vous ne le saurez pas. Pierre Latour. Alors moi je vais enchaîner. Et en regardant les derniers vainqueurs, les 4 derniers vainqueurs sont espagnols, donc je vais choisir un des frères Izaguirre pour la victoire devant Porte et Landa. Ou Landa et Porte. Alors quel frère Izaguirre? Alors ça, peu importe lequel finalement. Je garde un flou, comme ça si l'un des deux gagne, je peux venir me vanter la semaine prochaine. Alors moi je prendrai Roglic, Ion Izaguirre. Et après troisième, je vais être chauvin, je vais prendre Alaphilippe. Vous voulez le mien quand même finalement. Je me suis bien planté pour le Tour des Flandres. Mais écoutez, je pense que personne n'avait cité Terpstra d'ailleurs, il me semble. Lors du dernier prono, je ne sais plus. Il faudrait que je réécoute pour être sûr, mais il ne me semble pas. Pareil, moi je vois bien un des frères Izaguirre et je dirais Ion pour cette fois. Il a été assez malchanceux sur ce type de course, donc peut-être que cette fois-ci la roue tournera du bon côté. Et devant Roglic et Landa. Et Daniel? Ah merde, j'ai essayé de me faire discret. Bon, je vais citer. T'as vu la vigilance, hein. Excuse-moi. En numéro 1, Alaphilippe. En numéro 2, Roglic. Et en numéro 3, la grosse cote Albazini. Qui va se réveiller comme d'habitude pendant 15 jours avant de disparaître du radar. Sa période. Une grosse cote, je verrais bien aussi un des Autrichiens de la Bora. Je garde également un flou artistique. Il y en a 4. Voilà. Mais tu quadruples tes chances. Très bien. Bon, écoutez, je pense que là, on peut donc maintenant clore l'émission. Il est plus que temps. L'heure tourne. Donc, merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas, vous pouvez laisser un pouce bleu, des questions, des commentaires sur notre chaîne YouTube. Pour les questions, on essaiera d'être réactif au possible et d'y répondre le plus rapidement. Voilà, portez-vous bien et à très bientôt pour une nouvelle émission. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.